Maintenant, je vais passer à la présentation de Monsieur Vinocq. Donc, Michel Vinocq est historien. Il est né en 1937 à Paris. Il est agrégé d'histoire, docteur ès lettres et sciences humaines. Il est professeur d'histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Paris. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et essais, et parmi les plus récents, on peut citer notamment, il y en a beaucoup, tout d'abord sur le thème des intellectuels, vous pourrez retrouver le Dictionnaire des intellectuels, qui est une direction d'ouvrage en collaboration avec Jacques Julliard, et qui a été publié au Seuil en 1996. La Voix des intellectuels, qui a été publié au Seuil en 1997 et qui a reçu le prix Médicis Essai. La Voix de la liberté, paru au Seuil en 2001 et qui a reçu le prix Roland Jouvenel de l'Académie française. Pour ce qui est des ouvrages en histoire politique, vous pouvez vous reporter à La fièvre hexagonale, les grandes crises politiques 1871-1968, paru chez Calvin Lévy en 1986 et au Seuil dans la collection Point Histoire en 1987. Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, paru au Seuil dans la collection Point Histoire en 1990. Le socialisme en France et en Europe, 19e-20e siècle, paru au Seuil en 1992. La France politique, 19e-20e siècle, paru au Seuil en l'an 2000. Et enfin plusieurs essais, parmi lesquels La République se meurt, chronique 1956-1958, paru au Seuil en 1978 et qui a été réédité chez Gallimard, collection Folio Histoire en 1985. Chronique des années 60, qui est une publication du Monde et des éditions du Seuil en 1997 et qui a été rééditée au Seuil en 1990. La frontière vive, journal de la fin du siècle, paru au Seuil en 1992. Outre les prix que j'ai mentionnés pour les ouvrages, Michel Vinocq a reçu en 1985 le prix de la création radiophonique de la Société des gens de lettres pour l'émission Le passé singulier sur France Inter. Michel Vinocq, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat de 20 minutes avec le public. Je vous remercie. Je vous remercie. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Il m'appartient donc d'introduire un cycle de conférences et vous ne vous étonnerez pas par conséquent si je reste dans des généralités puisque je dois couvrir une période très longue, 130 ans, qualifiée d'aveuglement. La formule n'est pas de moi, elle est du général de Gaulle. Du reste, je la resituerai dans une citation tout à l'heure. 130 ans d'aveuglement, on peut dire aussi la guerre d'Algérie a duré de 1830 à 1962. Bien sûr, c'est une formule un peu hardie, puisque entre la conquête d'Alger en 1830 et les accords d'Évian de 1962, Dieu merci, il y a eu des accalmies, des grands moments de paix. Mais si l'on peut utiliser une telle formule, c'est pour attirer votre attention sur la durée du conflit. Un conflit qu'il ne faut pas réduire en effet à son exaspération des dernières années. Tout a commencé par la conquête. En 1830, conquête lancée par le roi Charles X, quelques semaines avant du reste son abdication, qui a été entreprise par le maréchal de Bourmont et qui est arrivée à Alger le 5 juillet 1830. Prise d'Alger le 5 juillet 1830, ce n'était pas la conquête de l'Algérie, c'était simplement la conquête d'un port, d'une ville, tout restait à faire et la résistance des tribus algériennes ne fait que commencer. Il faudra donc un long temps de guerre pour que la France colonise, s'empare de l'Algérie. Et une guerre qui s'est montrée absolument inexpiable de part et d'autre du reste. Ceux qui défendaient leur territoire, les Arabes, qui n'ont pas épargné les prisonniers quand ils en faisaient, qui les ont souvent suppliciés, et les officiers français qui, de leur côté, ont élevé la dévastation, la razzia, le pillage, à la hauteur d'une institution, à la hauteur d'une doctrine. Du reste, ces mêmes officiers ne s'en cachaient pas, revendiquaient cette violence et ces massacres. La presse s'en faisait l'écho. Certains de ces officiers ont réagi. Ainsi, le comte d'Hérisson, un ancien officier, publie un réquisitoire sous la monarchie de Juillet qui s'intitule « La chasse à l'homme, guerre d'Algérie ». Il y décrit, je le cite, « les pillages, les tueries, la recherche du galon par la destruction d'ennemis inférieurs en nombre ». Un homme symbolise cette violence initiale, cette violence originelle,
Cette violence fondatrice des rapports entre les deux communautés, c'est certainement général Bugeaud, ce général qui deviendra maréchal du reste et qui est nommé gouverneur général de l'Algérie en 1840. Et avec lui, il y a un tournant. En effet, jusque-là, la monarchie de Juillet, qui avait hérité de cette expédition d'Alger, de cette conquête, la monarchie de Juillet s'était résignée à une occupation restreinte. Or, avec Bugeaud, c'est la conquête totale du territoire algérien qui est décidée, c'est la domination absolue, c'est la soumission complète qui devient le but. Il dispose de cela d'un effectif considérable qui atteindra jusqu'à 100 000 hommes. Tous les moyens sont bons, il harcèle l'ennemi sans relâche, il s'acharne sur les récoltes, il fait enfumer les populations dans les grottes, il assume explicitement le terme de barbare pour lui. Par conséquent, il faut la soumission complète des Arabes, c'est l'impératif majeur. Nous connaissons ces méthodes de conquête par les acteurs principaux eux-mêmes, qu'il s'agisse du général Saint-Arnaud, de Montagnac, de Changarnier, à travers leurs correspondances, leurs mémoires. Nous avons un certain nombre de faits qui sont relatés. Je prends cet exemple. Montagnac, en 1843, de Philippeville, écrit ceci à un ami. « Voilà, mon brave ami, comme il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger des bâtiments, les envoyer aux îles Marquises ou ailleurs. En un mot, anéantir tout ce qui ne rampe pas à nos pieds comme des chiens. » Malgré cette férocité, au milieu du XIXe siècle encore, l'Algérie est loin d'être soumise. C'est sous le Second Empire qu'est menée la conquête de la Kabylie, et des révoltes se succèdent jusqu'en 1871, dernier grand soulèvement de la Kabylie, qui est suivi par une répression impitoyable avec séquestration de terres. On estime que cette guerre de conquête a fait, parmi les troupes françaises, environ 100 000 victimes. Les pertes musulmanes n'ont pas été comptabilisées. Le député Alexis de Tocqueville, qui eut à faire un rapport en 1847 sur l'Algérie, écrit ceci: « Autour de nous, les lumières se sont éteintes. Nous avons rendu la société musulmane beaucoup plus misérable, plus désordonnée, plus ignorante et plus barbare qu'elle n'était avant de nous connaître. » Malgré cette violence première, cette guerre de conquête impitoyable, y avait-il une chance pour que les colonisateurs et les colonisés finissent par se fondre dans une même communauté franco-musulmane? Pour comprendre le contentieux durable entre les deux communautés, il faut évoquer une autre violence que la violence militaire, ça a été la confiscation des terres. Au milieu du XIXe siècle, en effet, on compte 110 000 Européens en Algérie. Sur 110 000 Européens, environ 45 000 Français. En 1872, 245 000. En 1914, 750 000. C'est donc un accroissement rapide qui n'est pas dû à l'accroissement naturel. La France a voulu faire de l'Algérie une terre, une colonie de peuplement. Elle a encouragé l'immigration, une immigration en provenance soit de l'Alsace-Lorraine après la défaite de 1871, soit surtout des départements du midi de la France, soit des pays méditerranéens, l'Espagne, l'Italie, l'île de Malte. La confiscation, l'expropriation des terres arabes a permis la colonisation, justement, soit une colonisation étatique, soit une colonisation privée lorsque l'État laissait par conséquent la mise en œuvre des terres à des sociétés, à des grandes compagnies concessionnaires. Et cela a permis d'offrir aux colons nouvellement arrivés des lots individuels ou gratuits ou à bon marché. On a évalué la déperdition foncière en un siècle à 40% des terres indigènes. Il en est résulté une paupérisation d'autant plus grave que la population musulmane, à partir de la fin du XIXe siècle, surtout au XXe siècle, a connu un accroissement démographique extrêmement rapide. De 4,5 millions en 1914, elle est passée en effet à 8,5 millions environ en 1954. Cette paupérisation
dans une société de plus en plus nombreuse, a causé des famines assez régulièrement en 1887, en 1893, en 1897, en 1917, en 1920. Donc d'un côté, le colonisateur a réduit la mortalité par une médecine moderne, et d'un autre côté, il a créé la misère par la confiscation des terres et la surpopulation. Deuxième point de cet aperçu, c'est qu'à côté de cette violence initiale, ou à cause de cette violence initiale, l'Algérie n'a jamais trouvé son statut. Introuvable statut de l'Algérie. Qui plus est, les autorités françaises n'ont jamais su, en effet, trouver le mode d'être ensemble entre musulmans et Français. En décembre 1960, Charles de Gaulle, président de la République, médite à haute voix devant Alain Peyrefitte, son ministre de l'Information. Un seul a compris dans quelle impasse on s'enfonçait, Napoléon III. Il voulut faire un royaume arabe. Il admirait la noblesse des chefs arabes. Louis-Napoléon voulait susciter une aristocratie et plus tard une dynastie qui aurait constitué l'armature du royaume. La France en aurait simplement assuré la protection jusqu'à ce qu'il ait atteint la capacité de s'émanciper. Les Européens auraient été non les dominateurs, mais le levain de la pâte. On est passé à côté de la seule formule qui aurait été viable. Nous payons 130 ans d'aveuglement. Je retrouve le titre de cet exposé. Depuis la conquête, en effet, le statut a varié sans véritablement se fixer. Et d'abord, ça a été un gouvernement militaire. Napoléon III, lui, a voulu innover, effectivement. À ses yeux, les Français n'étaient pas en Algérie pour opprimer et spolier les Arabes, mais, je le cite, pour leur apporter les bienfaits de la civilisation. Et malgré l'opposition des colons, l'empereur fait promulguer un Senatus Consulte le 22 avril 1863 qui attribue aux tribus algériennes la propriété de leur territoire. C'était la première fois depuis la conquête qu'une garantie de propriété leur était accordée. La décision de Napoléon III, les décisions dans l'ensemble ont été assez mal appliquées par une administration extrêmement rétive, et Napoléon III a dû abdiquer avant que son projet de royaume arabe ne prenne forme. Cependant, il en est resté un certain nombre de décisions. Ainsi, par un sénatulte consulte de 1865, les musulmans sont devenus français, des sujets français, non pas des citoyens. Pour devenir des citoyens, ils devaient accéder à la naturalisation. Mais la naturalisation exigeait de leur part l'abandon de leur tradition, l'abandon du statut personnel musulman, coranique, et c'était au tribunal de première instance d'en décider. Et il y a eu, dans l'ensemble, très peu de naturalisation. Ferhat Abbas, un des leaders du mouvement national algérien, expliquera plus tard ainsi « Tous nos morts nous regardent au fond de leur cimetière, pouvons-nous les trahir ?» Seuls les Algériens de confession israélite ont bénéficié collectivement de la naturalisation française par le décret Crémieux de 1870. Quant aux immigrés européens, non français, une loi du 26 juin 1889 décide que tous les fils d'étrangers nés en Algérie seront français. En 20 ans, c'est 190 000 citoyens de plus en Algérie, citoyens français en Algérie. Sous la Troisième République, le gouvernement militaire a laissé place à un gouvernement civil. Mais ce gouvernement civil était simplement représenté par un gouverneur général, nommé par Paris évidemment, par les préfets des 3 départements que l'on avait créés en 1857, donc un gouvernement civil qui est complètement soumis, directement placé sous l'autorité de Paris. Les Français d'Algérie, de plus en plus nombreux, encadrés par les colons les plus influents, vont alors dénoncer la tyrannie de Paris, et on les voit au tournant du siècle, à peu près au moment de l'affaire Dreyfus,
avoir des velléités de séparatisme par rapport à la France. Cela n'ira pas très loin, mais le lobby algérien va mettre sous la Troisième République toute sa pugnacité, toute son efficacité pour empêcher toute réforme allant dans le sens de l'émancipation, y compris par l'assimilation. La République, la Troisième République, avait imaginé une Algérie de petits propriétaires et œuvrait dans ce sens. Et de fait, vers 1900, la population rurale représente un bon tiers de la population européenne. Mais la concentration des terres par le libre marché a fait que, peu à peu, s'est constituée une oligarchie foncière, c'est-à-dire quelques familles extrêmement puissantes, quelques milliers de familles extrêmement puissantes qui finissent par détenir à la veille de la guerre d'Algérie environ 85% des terres colonisées. Une poignée de ces familles détiennent le crédit agricole, les circuits de distribution, la grande presse et la représentation parlementaire. Quelques noms sont à citer parmi d'autres dans les années 50. Georges Blachette, qu'on appelle le roi de l'Alpha, qui est député d'Alger dans ces années 50, qui est le propriétaire du journal d'Alger. Henri Borgeaud, propriétaire d'un immense domaine agricole et de riches plantations de liège et de tabac, qui est administrateur de nombreuses sociétés, sénateur d'Alger. Amédée Froger, président de la Fédération des maires d'Algérie. Le sénateur Laurent Schiaffino, etc. Ce lobby algérien va donc résister aux réformes, et cette résistance est particulièrement manifeste en 1936, lorsque, après la victoire du Front populaire, Léon Blum confie à Maurice Violette les affaires algériennes. Celui-ci, Violette, c'est un ancien gouverneur général de l'Algérie qui avait lancé, au moment de son retour en France, au moment de son départ d'Alger, il avait lancé à ceux qui dominaient l'Algérie ces mots: « Prenez garde, les indigènes d'Algérie, par votre faute sans doute, n'ont pas encore de patrie. Ils en cherchent une. Ils vous demandent la patrie française. Donnez-la leur vite, ou sans cela, ils en feront une autre. » Violette entreprend son œuvre de réforme dans une large indifférence de l'opinion métropolitaine et contre l'hostilité d'un lobby extrêmement vigilant. Le projet Blum-Violette, comme on l'appelle, admettait certains Algériens à l'exercice des droits politiques des citoyens français. En tout, 25 000 environ en bénéficieraient la première année, ce qui représente à peu près 10% du corps électoral. C'était une réforme donc modeste qui n'en affronte pas moins deux refus, celui des nationalistes sur lesquels je reviendrai, dont le leader Messali Hadj dénonce ce nouvel instrument de colonialisme, et celui des colons hostiles à toute concession. Dans un congrès des maires, 300 maires dénoncent le projet quasiment à l'unanimité. Il n'y a que 2 voix pour l'approuver. Et devant l'hostilité du Sénat, le projet Blum-Violette n'a jamais été voté. Cet échec ne pouvait qu'encourager évidemment le mouvement nationaliste. Le régime de l'Algérie, pourtant, est destiné à changer avec la guerre, car la France libre a promis aux musulmans les mêmes droits et libertés qu'aux Français. Mais la citoyenneté accordée par une ordonnance de 1944, accordée à tous, a été biaisée, altérée par la création d'un double collège. 2 collèges électoraux, le premier étant réservé à un demi-million de Français d'origine en âge de voter, auxquels venaient se joindre environ 45 000 musulmans à titre divers. Et puis un deuxième collège qui était réservé pour l'ensemble des électeurs musulmans. La loi électorale a été votée en même temps que la constitution de la 4e République, et elle a accordé à chaque collège 15 députés à l'Assemblée nationale. C'est par la loi du 20 septembre 1947 que l'Assemblée nationale donne enfin un statut spécifique à l'Algérie, qui est défini par l'article 1er
comme un groupe de départements dotés de la personnalité civile, de l'autonomie financière et d'une organisation particulière. Cette organisation repose d'abord sur une assemblée algérienne, une assemblée qui est instituée, mais dont les avis sont soumis, doivent être ratifiés par le gouvernement. C'est une autonomie d'autant plus limitée aux yeux des musulmans que le principe du double collège est maintenu. Un électeur du premier collège avait à peu près le même poids politique que 8 électeurs du second. Un nouveau gouverneur général est nommé à Alger à ce moment-là, c'est le socialiste Marcel Edmond Nejlen, qui remplace Yves Châtaigneau, coupable aux yeux des colons d'avoir laissé se dérouler librement les élections municipales au cours desquelles, précisément, dans ce second collège, il y a eu des élus nationalistes un peu trop nombreux. Cette fois, la droite, le cartel du RPF et de l'Union algérienne l'emporte haut la main au premier collège, et dans le second collège, les musulmans nationalistes ne représentent qu'une infime minorité par rapport à ceux qu'on appelle les indépendants. Que s'est-il passé? Eh bien, on sait très vite que les pires moyens ont été employés pour obtenir un résultat aussi étonnant. Perquisition chez les nationalistes, saisie de journaux, arrestation, occupation militaire des bureaux de vote, absence d'isoloir et trucage des urnes. Ce qui n'empêchait pas l'Écho d'Alger du 11 avril 1948 de faire ce commentaire. En ce jour de gloire et de paix, dans ce journal où nous n'avons jamais cessé de lutter pour voir luire cette aube radieuse et apaisante, nous pouvons le dire avec fierté, en Algérie, désormais, la France continue. Troisième point de mon exposé, le fait colonial. Ainsi, au début de la 4e République, une fiction existait. L'Algérie était française. La réalité qui sautait aux yeux du premier débarqué à Alger était différente. L'Algérie était une terre coloniale. L'écrasante majorité de ses habitants de religion musulmane, c'est-à-dire plus de 8,5 millions, étaient face aux 950 000 Français d'Algérie dans une situation d'infériorité politique, on l'a vu, économique, sociale, culturelle. L'Algérie n'était pas sortie de la domination impériale à l'heure où la décolonisation était devenue un phénomène planétaire. La France avait fait une œuvre positive en terre algérienne. Outre l'infrastructure routière, ferroviaire, l'assistance médicale qui avait enrayé la terrible mortalité infantile notamment, en était sans doute le signe le plus manifeste. Mais la majorité de la population était loin de bénéficier des mêmes droits ou du même niveau de vie de la minorité. La question scolaire le montre bien. Sur une population de 1 250 000 enfants entre 6 et 14 ans, moins de 100 000 après la guerre étaient scolarisés. Le 27 novembre 1944, un plan de scolarisation est décrété. Ce plan ne sera jamais achevé puisque, en 1954, 10 ans plus tard, on compte seulement un garçon musulman sur 5 scolarisé et une fille sur 16. Pour l'ensemble de la population masculine musulmane, 94% d'illettrés en français et pour les femmes, 98%. C'était là un bilan accablant pour la République de Jules Ferry. La différence des niveaux de vie entre les indigènes et la minorité française était donc criante. Et au-delà, le choc des cultures interdisait l'égalisation des chances. André Mandouze, universitaire métropolitain nommé à Alger, écrit à ce sujet « La guerre a été l'occasion pour les Algériens de prendre conscience que les Français ne les ont jamais pris pour ce qu'ils sont avant tout, c'est-à-dire des musulmans. Mais qu'à travers le fatras des politiques multiples et contradictoires suivies à leur égard, il n'y a eu qu'une seule et unique constante, le mépris de l'islam et, quand c'était possible, son utilisation. » Alors,
que pouvait-on faire pour sortir de cette contradiction? La solution avancée par beaucoup était l'assimilation, l'intégration. Or, cette assimilation était devenue à peu près impossible dans ces années de l'après-guerre. En effet, faire des Algériens musulmans des citoyens français à part entière supposait deux choses. Premièrement, élever sensiblement leur niveau de vie, à peu près au niveau de vie des Français d'origine. Et puis, deuxièmement, l'égalité politique avec les autres Français. La première de ces exigences impliquait un effort financier qui excédait certainement les ressources nationales de l'époque. Quant à la seconde exigence, c'est-à-dire donner la citoyenneté à part et entière à tous, cette seconde exigence se heurtait à la disparité des comportements démographiques, puisque le taux de natalité des musulmans était celui d'un peuple du tiers-monde, 45 pour 1000. 45 pour 1000, alors que la communauté française, elle, avait un taux d'environ 18 pour 1000. Dans un premier temps, en effet, la population musulmane au XIXe siècle avait décru. Dans les décennies qui suivent la conquête, on voit cette population, d'après les chiffres que l'on a, passer de 3 millions environ à 2 millions. Du reste, en 1898, un candidat aux élections pouvait dire ceci: la paresse traditionnelle du peuple arabe le condamnera tôt ou tard à disparaître devant les races plus actives. Or, les choses ont changé. À la fin du XIXe siècle, et notamment par l'apport médical des Français, et à partir du XIXe siècle, cette population musulmane a cru d'une manière beaucoup plus rapide que la population européenne. La croissance de cette population, donc extrêmement rapide, puisqu'elle double entre 1921 et 1960, aboutirait non seulement en Algérie à une domination numérique de plus en plus pesante de la majorité sur la minorité, mais même, on peut dire, progressivement à une algérianisation de la métropole. Alors, pas d'assimilation possible dans ces conditions, pense-t-on. Mais parallèlement, l'Algérie n'était pas une colonie comme les autres, en raison de la forte minorité du peuplement européen. Les Français d'Algérie se considéraient en Algérie comme chez eux, ce qui était légitime, puisque la plupart y étaient nés. Leurs convictions reposent en effet sur la comparaison qu'ils font de leur statut avec leurs concitoyens de la métropole. Ils ne perçoivent pas qu'ils sont partie prenante du fait colonial, c'est-à-dire d'un système de privilèges dont ils bénéficient par rapport aux colonisés. Ont-ils un niveau de vie supérieur aux métropolitains? Non, plutôt inférieur même. Ont-ils le droit de vivre là où ils sont nés, là où leurs aïeux sont enterrés? Oui. À leurs yeux, le devoir de la France est de les protéger en maintenant la terre algérienne sous les trois couleurs. Donc un dilemme. Ce dilemme, d'une part, assimilation impossible, d'autre part, indépendance interdite, ce dilemme était apparemment indépassable et encourageait au statu quo. Sauf qu'à l'heure de la décolonisation mondiale, un mouvement nationaliste algérien reprenait force. Le mouvement nationaliste, tout d'abord, il faut observer que le mouvement des nationalités a refait la carte de l'Europe au XIXe siècle. Et qu'après la Première Guerre mondiale, ce sont les colonies qui sont touchées par les nationalismes indigènes. L'Algérie n'échappe pas à la règle. Dès 1926, Messali Hadj avait lancé l'étoile nord-africaine, affirmant « Pénétrez-vous de cette vérité immuable, l'Algérie ne fut jamais française, elle n'est pas française, elle ne sera jamais française de par la volonté de ses enfants. »
L'étoile nord-africaine a été dissoute, Messalie Hadj s'est retrouvé en prison. D'autres courants se sont affirmés. Les oulémas, c'est-à-dire les formateurs de l'islam, dont le plus célèbre Ben Badis meurt en 1940, et qui laisse derrière lui une tradition nationale religieuse. Mais il y a eu aussi ce mouvement de la part d'assimilationnistes, c'est-à-dire d'Algériens qui désiraient l'assimilation et qui peu à peu se sont convaincus de son impossibilité et qui ont rallié le mouvement nationaliste. Le plus emblématique de ce point de vue est certainement la personnalité de Ferhat Abbas, celui-ci, un pharmacien d'une culture française très étendue, après avoir été assimilationniste, rédige un manifeste du peuple algérien en février 1943, pour lui, l'heure de l'assimilation donc est passée, et il réclame, je le cite, la formation d'un État algérien démocratique et libéral. Un mouvement en est issu, les amis du manifeste. L'affrontement larvé entre les deux communautés prend un tour dramatique en 1945. Le 1er mai, des manifestants du Parti populaire algérien, le PPA de Messalie Hadj, réclament la libération de leur leader, qui est toujours en prison. Des coups de feu sont tirés et une semaine plus tard, le 8 mai, après qu'un manifestant a été tué à Sétif, l'émeute éclate en Kabylie et dans la région de Sétif. La répression est impitoyable. Le bilan officiel fait état de 102 victimes européennes et de 1500 musulmanes. Une commission d'enquête parlementaire arrivera au chiffre de 12 000. Albert Camus lance dans le journal Combat un cri d'alarme. L'Algérie de 1945 est plongée dans une crise économique et politique qu'elle a toujours connue, mais qui n'avait jamais atteint ce degré d'acuité. Dans cet admirable pays qu'un printemps sans égal couvre de fleurs et de sa lumière, des hommes souffrent de faim et demandent la justice. Les nationalistes, après la guerre, militent principalement dans deux organisations. Le MTLD, qui est le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, c'est la suite du PPA, c'est un avatar du parti de Messalie Hadj, et l'UDMA, l'Union démocratique du manifeste algérien de Ferhat Abbas, plus bourgeoise, dirait-on, qui dispose alors d'une très large audience. Les deux partis qui avaient dénoncé la réforme de 1947 vont tout de même se prêter au cadre des nouvelles institutions, participer aux élections, mais bien sûr les trucages électoraux ne firent que durcir leur position. En juin 1951, Ahmed Boubengel, qui sera un des futurs négociateurs du FLN, dénonce dans la presse métropolitaine les conditions dans lesquelles se sont déroulées les nouvelles élections et qui ont écarté le MTLD de toute représentation à l'Assemblée nationale. Pour l'heure, écrit-il, nous nous acheminons insensiblement vers un climat de guerre civile. Messalie Hadj est expulsé d'Algérie en 1952 et son parti se déchire en plusieurs tendances. C'est pour unifier ces tendances au sein du mouvement nationaliste que certains militants mettent sur pied une nouvelle organisation qui a pour but l'action militaire, et ce sera le Front de libération nationale en 1954 avec Ben Bella et Boudiaf notamment comme leader. Nous entrons donc dans cette guerre en 1954, une guerre que je ne vais pas analyser dans le détail, je n'en ai ni le temps et ce sera fait dans les séances qui suivront. Je voudrais simplement attirer votre attention sur quatre dates décisives qui sont très différentes évidemment par leur contenu. Première date, naturellement, le 1er novembre 1954, qu'on a appelé la Toussaint Rouge. Ce jour-là, 70 attentats sont perpétrés par le FLN sur le territoire algérien. C'est l'ouverture de cette guerre d'Algérie, dont on ne dira jamais le nom. Elle entraîne aussi la division sanglante dans le camp nationaliste algérien entre ceux qui vont rester fidèles à Messalie, les messalistes qui vont se regrouper un peu plus tard dans le MNA, le mouvement national algérien,
et d'autre part les partisans du FLN qui finiront, au prix d'une lutte implacable du reste, par imposer leur monopole de représentation de la cause algérienne. Après le 1er novembre 1954, quelles sont les réactions du gouvernement français? Il s'agit du gouvernement Mendès France, et si libéral soit-il, on l'a vu à propos de la Tunisie, son premier réflexe, qui est tout à fait normal, c'est de dire il faut rétablir l'ordre. L'Algérie, c'est la France, il faut par conséquent défendre l'intégrité de la République. Et François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, précise « L'Algérie, c'est la France, des Flandres au Congo, il y a la loi, une seule nation, un seul Parlement ». Officiellement, la guerre d'Algérie n'existe pas et n'existera jamais que plus tard. On parle de troubles, d'émeutes, d'attentats que des opérations de police sont vouées à faire cesser. Sous le nouveau gouvernement, présidé par Edgar Faure, le radical Edgar Faure, les massacres et les attentats du FLN se multiplient, notamment au mois d'août, le 20 et 21 août, une émeute dans le Constantinois entraîne des massacres aveugles. L'état d'urgence a été décrété en Algérie depuis le 2 avril 1955. On rappelle les disponibles, puis des réservistes pour accroître les forces militaires de l'autre côté de la Méditerranée, ces forces que l'on porte dès cette année-là à 100 000 hommes. Un terrible engrenage est alors déclenché que la victoire relative du Front républicain aux élections du 2 janvier 1956 ne peut arrêter. J'en arrive à cette deuxième date, le 6 février 1956. Le socialiste Guy Mollet, nouveau chef du gouvernement, a beau avoir fait campagne contre une guerre imbécile et sans issue, c'est lui qui va pleinement l'assumer. Guy Mollet, aussitôt nommé, se rend à Alger, où s'est créé, au mois de janvier, un comité d'action et de défense de l'Algérie française. Le 6 février, le nouveau président du Conseil est accueilli sous les huées, subissant les jets de divers projectiles. On appellera cette journée-là la journée des tomates. L'État républicain est d'autant plus humilié que Guy Mollet, cédant à la pression de la rue, remplace le général Catroux, qui l'avait désigné comme ministre résident en Algérie, Catroux qui avait une réputation de libéral, par son camarade de parti, Robert Lacoste. Date clé que ce 6 février 1956. Les Français d'Algérie, les partisans de l'Algérie française, le lobby de l'Algérie française ont mesuré la faiblesse de l'État. Ils savent qu'ils peuvent imposer leur politique au gouvernement de Paris. Et cette politique est d'abord militaire, maintien de l'ordre, accroissement de l'effort de guerre contre les rebelles. Ce n'est pas que Guy Mollet n'ait pas une idée de politique à faire. Son idée, il la résume dans un triptyque, et un triptyque dont il ne se départira pas durant tout son mandat. Cessez-le-feu, élection, négociation. La proposition est logique en apparence, mais comment pourrait-il convaincre ceux qu'on appelle les rebelles de déposer les armes pour livrer le sort de leur pays à des élections quand ils savent de quelle manière celles-ci ont été régulièrement truquées en terre algérienne? Et quand bien même Guy Mollet leur promet le collège unique, ces élections, aux yeux des nationalistes, ne peuvent être qu'une duperie, puisqu'il n'est nullement proposé de négocier une autodétermination. Le mot n'est absolument pas lâché. Dans sa logique de guerre nationale, le FLN ne peut accepter le triptyque molletiste et dès lors, aucune solution n'apparaît autre que celle des armes. Le 12 mars 1956, Guy Mollet réclame et obtient les pleins pouvoirs en Algérie d'une vaste majorité de droite et de gauche, y compris les communistes eux-mêmes, qui sont soucieux alors d'une alliance avec les socialistes. Une des décisions les plus lourdes de conséquences décidées par le gouvernement socialiste est d'engager
le contingent en Algérie, lors même qu'il n'est jamais question de guerre, mais de pacification. Au mois de mars 1956, coup sur coup, le Maroc et la Tunisie sont devenus indépendants. Mais pour Guy Mollet et pour Robert Lacoste, et disons pour les Français en général et pour la classe politique en particulier, l'Algérie fait partie intégrante de la République française. Sans doute existe-t-il une personnalité algérienne, mais elle est double, elle est musulmane et européenne. Alors il faudra trouver un statut particulier, peut-être de type fédéral. En tout cas, il n'est nullement question de programmer une indépendance comme les Anglais l'ont fait, par exemple, avec l'Inde ou les Néerlandais avec l'Indonésie. Le plus urgent, c'est de vaincre la rébellion. Et tout l'effort des gouvernements qui vont se suivre sera avant tout un effort de guerre, jusqu'à l'expédition de Suez à l'automne 1956, puisque convaincus que ces rebelles algériens ne constituent qu'une poignée qui n'est pas soutenue par le gros de la population musulmane, mais qui est surtout aidée, téléguidée par l'étranger, et tout particulièrement par le colonel Nasser, Guy Mollet et son gouvernement saisiront l'occasion de la nationalisation anticipée du canal de Suez pour lancer avec les Britanniques une expédition qui se révélera un fiasco diplomatique, les Américains et les Soviétiques ayant condamné cette expédition. Donc la guerre reste le seul horizon. En 1957, le général Massu est nommé responsable de l'ordre à Alger. La bataille d'Alger qu'il va mener se révèle certainement une réussite militaire et policière. Les principaux foyers terroristes dans la ville sont éradiqués. La guerre n'en continue pas moins dans le reste du pays. Alors comment s'explique cette impasse ? L'impasse de l'action d'un gouvernement qui dispose au départ d'un large crédit public et parlementaire, c'est que l'idée de l'indépendance, même à long terme, est absolument taboue. Aucun parti politique de poids, même pas le Parti communiste, ne la préconise alors. Le dogme de l'Algérie française reste de plomb, seulement corrigé par la promesse d'un nouveau statut de l'Algérie dans ses liens avec la métropole. Or, c'est la gauche qui fait cette guerre. Comment peut-on expliquer que ce parti qui se réclame de Jean Jaurès puisse faire cette guerre coloniale ? C'est que la gauche de cette époque, cette gauche au pouvoir, nourrit toujours le mythe des Lumières, opposé à l'obscurantisme de l'islam. Et puis, il y a de nombreuses solidarités partisanes, politiciennes de la SFIO avec les Français d'Algérie. Surtout, certainement, il y a l'armée. L'armée française que l'on redoute de défier. Cette armée qui, après le désastre indochinois, a réinvesti son désir de gloire, son honneur, dans le maintien de la terre algérienne à la France. Défier l'armée serait faire courir un risque de guerre civile. Tout, en ces années 1956-57, tout nuit à la conscience claire que la France vit en Algérie aussi, en Algérie comme ailleurs, le mouvement lourd de l'histoire qui s'appelle décolonisation. D'où résulte le statu quo. Des contacts sans lendemain qui sont pris avec les dirigeants du FLN, la préparation d'une loi cadre pour l'Algérie en laquelle personne n'ajoute foi, tout se passe comme si l'on n'attendait plus qu'une solution militaire, dont le général Massu et ses paras qui défilent glorieusement sur les Champs-Élysées le 14 juillet 1957 sont les symboles très applaudis. Après Guy Mollet renversé sur une question de finances et non pas sur l'Algérie, deux autres gouvernements, Bourgès-Monory et Félix Gaillard, se succèdent et se retrouvent dans la même impasse. On achève la ligne Maurice qui sépare l'Algérie de la Tunisie pour éviter les infiltrations et les retraites de part et d'autre de la frontière. Les congrès socialistes font toujours confiance à Robert Lacoste qui, en nouveau Clémenceau, répète qu'on en est au dernier quart d'heure. Le terrorisme du FLN atteint les sommets de l'horreur à la fin du mois de mai
1957, lorsque sont découverts les massacres de Melouza et de Wagram perpétrés contre des Algériens messalistes. Car la guerre continue dans les rangs des militants nationalistes entre le FLN et le MNA, jusque dans les villes de la métropole dont les populations sont horrifiées. La crise algérienne pourrit tout, l'enlisement dans la guerre est désespérant. Les partisans de l'indépendance ne sont qu'une poignée d'intellectuels dont les journaux sont régulièrement saisis. En Algérie, ceux des pieds noirs qu'on appelle les libéraux n'ont obtenu aucun soutien du ministre résident. Leur journal, L'Espoir, a été suspendu. Le vote d'une loi cadre le 31 janvier 1958 semble dérisoire. J'en arrive à la troisième date importante, évidemment le 13 mai 1958, qui est un autre 6 février, un 6 février encore plus réussi que le 6 février 1956. À la suite du bombardement du village tunisien de Sakiet, où s'étaient réfugiés donc des soldats de l'armée de libération nationale par l'aviation française, une crise internationale entraîne la chute du gouvernement Gaillard. Alger manifeste bruyamment au cri de Algérie française. Et au bout de cette crise ministérielle interminable dont la 4e République a l'habitude, c'est un démocrate chrétien, Pierre Fimelin, qui passe pour libéral, qui est désigné par René Coty pour former un gouvernement. Et cela déclenche la manifestation du 13 mai. Cette manifestation du 13 mai qui devient un véritable coup de force avec la prise du gouvernement général d'Alger, émeute qui est canalisée par l'armée et qui va aboutir au retour du général de Gaulle qui n'était pas prévu au départ. Donc, le 13 mai 1958 va entraîner non seulement un changement de gouvernement, mais cette fois un changement de régime dans une très grande ambiguïté à propos de l'Algérie. De Gaulle affirme dans ses mémoires d'espoir qu'il avait abordé le problème algérien au moment de son retour au pouvoir, je le cite, sans avoir un plan rigoureusement établi. La complexité de la situation rendait toute prévision impossible. Mais, ajoute-t-il, les grandes lignes étaient arrêtées dans mon esprit. On peut se demander néanmoins si, de 1958 à 1962, de Gaulle n'a concédé que des variations tactiques ou s'il n'a pas, au contraire, changé de but en cours de route. Ce qui est à peu près établi, c'est que le général de Gaulle n'a jamais cru en la possibilité de l'assimilation comme le réclament désormais, après l'avoir toujours refusé, les cadres, les pieds noirs, disons, le parti de l'Algérie française, les cadres de l'armée. À ses yeux, aux yeux de Gaulle, ce projet était trop tardif. Le colonialisme, dit-il, est fini. Ce n'est pas que de Gaulle ait été un décolonisateur par principe. On ne rencontre chez lui aucun des sentiments que manifestent les intellectuels de gauche à propos du colonialisme. Il évoque dans ses écrits l'épopée coloniale. Le célèbre discours de Brazzaville de janvier 1944, que l'on cite souvent, prévoit des réformes, mais non pas un acheminement des colonies vers l'indépendance. Il a fait clairement connaître en 1945 le choix du maintien de la présence française en Indochine. Seulement, de Gaulle est un esprit réaliste et il a certainement suivi le cours du monde, le cours de l'histoire. Et après l'émancipation du Maroc et de la Tunisie, pour lui, il est devenu évident que l'Algérie pourrait se gouverner elle-même. Mais la difficulté majeure vient de ce que de Gaulle doit son retour au pouvoir aux partisans de l'Algérie française et aux officiers de l'armée qui sont en Algérie et qui, ensemble, ont organisé ou assumé le coup de force du 13 mai. Cette intervention de l'armée dans la politique française, il faut le noter, est sans précédent en tout cas depuis le coup d'État du 2 décembre 1851 à l'origine du Second Empire. De Gaulle, donc, avait parfaitement conscience que ceux qui l'avaient amené au pouvoir pouvaient très bien
l'ont destitué de la même façon par l'épreuve de force. Les débuts sont hésitants. La politique du général paraît ambiguë. Il faut attendre, et c'est la 4e date décisive, celle-là, véritable tournant, le 16 septembre 1959, pour que cette politique devienne claire. De Gaulle propose solennellement aux Algériens la voie de l'autodétermination. Mais son discours exprime clairement que des 3 solutions qu'il propose, à savoir la francisation ou assimilation ou intégration, sécession, c'est-à-dire l'indépendance, ou association, ces 3 solutions n'ont pas la même valeur dans son esprit. La solution vraiment souhaitable à ses yeux, c'est l'association. Ainsi définie, le gouvernement des Algériens par les Algériens, appuyé sur l'aide de la France et en union étroite avec elle, c'est-à-dire dans la communauté que la Constitution de la Ve République avait mise en place. Alors pourquoi et à quel moment le président de la République a-t-il changé de but ? Il est probable que l'échec même de la communauté française dans le courant de l'année 1960, qui a vu l'accession à l'indépendance des États d'Afrique noire et de Madagascar, les uns après les autres, l'échec de la communauté a certainement joué un rôle décisif. Mais simultanément, la politique gaullienne d'association avait besoin pour réussir de rencontrer en Algérie même, des partisans d'une 3e voie, des partisans assez nombreux. Or, ce à quoi on assiste alors, c'est à la montée des extrêmes, algériens et français, et cette montée des extrêmes va lui enlever tout espoir dans ce sens. La semaine des barricades de janvier 1960, qu'anime le jeune avocat et député d'Alger Pierre Lagaillarde, ainsi que le cafetier Ortiz, qui est le fondateur du Front national français, de même que la complaisance que trouvèrent dans l'armée les émeutiers d'Alger, ont marqué sans aucun doute, elle aussi, une étape décisive dans l'évolution de la stratégie gaullienne. Le général de Gaulle avait désormais une plus grande liberté d'action. Le 4 novembre 1960, le président de la République affirme que l'Algérie aura son gouvernement, ses institutions et ses lois, affirmant la vocation de l'Algérie à la souveraineté, même si de Gaulle dénie toujours au FLN le monopole de la représentation des musulmans d'Algérie. La guerre n'était pas finie pour autant. 2 obstacles étaient à franchir. Premièrement, un accord avec le FLN et surtout, peut-être, deuxièmement, il fallait vaincre les résistances du parti de l'Algérie française et au premier chef, celle de l'armée. Ce n'était pas une mince affaire et les derniers mois de la guerre d'Algérie seront dramatiques à tous égards. En conclusion, la tragédie algérienne a été le résultat d'un long aveuglement et d'un nœud de passion. L'aveuglement est d'abord celui des régimes et des gouvernements successifs de la Troisième et de la Quatrième République, incapables de penser la nature coloniale de l'Algérie, qui, comme toute colonie, était appelée à l'émancipation. Encore en 1957, on entend le président de la République, le chef de l'État, René Coty, proclamer que l'Algérie ne sera jamais une nouvelle Alsace-Lorraine. Aveuglement d'autant plus redoutable qu'il heurtait de front les principes mêmes de la République, liberté, égalité, fraternité. La France ne pouvait tout à la fois se poser en championne des libertés et des droits de l'homme et dénier aux Algériens la liberté de choisir leur gouvernement et de créer leur État. Cet aveuglement qui a empêché la France de maîtriser l'évolution inévitable a encouragé toutes les passions. Et d'abord, celle de l'attachement naturel, il faut le dire et le redire, attachement naturel d'une population européenne à la terre algérienne. Un Albert Camus, si libéral par ailleurs, s'est refusé jusqu'au bout, il est vrai qu'il est mort en 1960, à l'idée d'indépendance. En face, une autre passion, celle d'un mouvement nationaliste
dont la genèse remonte au lendemain de la Première Guerre mondiale, mais qui puise dans le passé, dans son passé, les exemples de la résistance à la conquête et qui adopte en 1954 les méthodes de la radicalité totale, à commencer par le terrorisme. Et la passion, enfin, des cadres d'une armée française qui croit tenir sa revanche et qui, pour la première fois, va intervenir dans la vie politique de la République. De Gaulle, rappelé sur une équivoque, l'équivoque de l'Algérie française, va devoir assumer la pensée et la stratégie de la décolonisation jugée impossible et pourtant nécessaire. Son sens de la tactique, son réalisme, son empirisme y parviendront, mais cela n'empêchera pas le drame final de 1962. Merci de votre attention. Ne croyez-vous pas qu'au lieu de 130 ans d'aveuglement, il faudrait dire 132 ans? Parce que les années 60 et 62, est-ce que ce n'est pas l'aveuglement du général de Gaulle que de donner l'Algérie à un parti unique de nature totalitaire, qui a conduit l'Algérie où elle en est actuellement, et d'autre part, d'abandonner les harkis à leur triste sort? Alors, premièrement, 130 et non pas 132, j'ai repris tout simplement la formule de Gaulle qui date de 1960, donc c'était 130. Pour le reste, vous faites, alors je dis tout de suite que pour les harkis, qui est un drame, une tragédie, pour les harkis, je crois qu'un de mes collègues en parlera dans les prochaines conférences, donc je n'ai pas à en parler, sinon qu'à dire que c'est une faute très grave, très lourde du gouvernement français, soit. Mais pour le reste, et vraiment je ne suis pas là pour distribuer des points mauvais ou bons, mais il me semble que de Gaulle, que vous semblez quelque peu accablé, s'il n'avait pas été là, je me demande combien de temps encore cette guerre aurait pu continuer. Car c'était une tragédie. Qu'est-ce que c'est qu'une tragédie? C'est un dilemme insurpassable, c'est-à-dire c'est une situation qui n'a pas de solution, puisqu'il n'y en a aucune de bonne. Rester en Algérie à tout prix, c'est-à-dire maintenir une présence française, c'était continuer forcément la guerre. Donner son indépendance à l'Algérie, c'était forcément créer l'exil, c'était forcément créer la douleur chez les Français d'Algérie, et qu'il n'y avait pas de bonne solution. Mais la seule solution, à mes yeux, je pense qu'avec le recul, nous pouvons être d'accord là-dessus, c'était bel et bien la solution de l'indépendance, puisque si nous replaçons l'Algérie dans le contexte historique mondial, le fait colonial était condamné depuis longtemps. Et ce que j'ai voulu dire très rapidement, c'est qu'il existait en Algérie un fait colonial, c'est-à-dire un système d'inégalité entre deux communautés au détriment de la plus nombreuse. Par conséquent, de Gaulle, je dirais, a fait ce qu'il a pu. Il aurait pu le faire mieux. Il aurait pu le faire plus vite. Par exemple, je me souviens qu'après l'échec de la négociation, la première négociation de Melun ou d'Évian en 1961, il y a eu un article assez terrible de Raymond Aron qui désespérait justement de la volonté d'en finir du général. Mais les dernières négociations, il y a eu au moins une année de trop, disons, de Gaulle ne voulant pas céder et puis cédant tout à la fin. Mais encore une fois, je crois que quand on connaît cette histoire et cette guerre, il est très difficile d'accabler le général de Gaulle à ce sujet. Mais quant à livrer à un parti totalitaire l'Algérie, évidemment, qu'il disait, qu'il pensait, qu'il pouvait croire que ça se passerait comme ça s'est passé. Et vous savez, en histoire, il est difficile de prévoir l'avenir. Puis, d'un autre côté, pendant plusieurs années, les Français, en tout cas de Gaulle, a voulu
ménager l'ensemble des opinions nationalistes algériennes. Et c'est pourquoi l'une des négociations a échoué. L'une des premières négociations, n'est-ce pas, a échoué parce que De Gaulle ne voulait pas du face-à-face avec le FLN. Enfin, voilà, je pense que on peut dire tout et n'importe quoi sur l'horreur de cette histoire et la façon dont elle s'est terminée. Et comme nous le savons, les années qui ont suivi, et l'actualité encore nous le prouve, cette histoire n'est pas une belle histoire. Bonsoir messieurs, Karl Kuznetsov. Est-ce que vous pourriez recadrer, s'il vous plaît, le début de la colonisation ? Parce qu'on a toujours tendance à juger l'histoire en fonction de ce qui se passe à notre époque. Et bon, on ne peut pas juger correctement. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi la France est allée en Algérie, plus précisément ? Oui, c'est un peu... Pourquoi la France était en Algérie ? C'est une volonté politique de la Restauration, plus exactement de Charles X, qui a recherché... bon, c'est une histoire un peu longue d'un contentieux, n'est-ce pas, entre la France et puis l'Algérie qui appartenait à l'Empire ottoman. Et une histoire donc avec un contentieux à propos de crédit, de dette, etc. Et puis l'épisode fameux de 1827, lorsque le consul de France se fait recevoir un coup de chasse-mouche par le bey d'Alger. Bon, je passe sur tous ces détails pour dire que Charles X a eu la volonté, par conséquent, de faire un coup de prestige. Et qu'il a confié donc à un de ses maréchaux célèbres l'expédition d'Alger, tout juste avant de perdre le pouvoir. Et quand la monarchie de Juillet s'est retrouvée avec Alger, Louis-Philippe n'était pas sûr de ce qu'il fallait faire. Et beaucoup autour de lui l'ont pressé pour dire « arrêtons cette histoire-là qui va nous coûter horriblement cher. Et pourquoi ?» Et finalement, c'est Louis-Philippe lui-même qui a décidé de continuer, donc de maintenir une présence française, et une présence française qui, au début, n'était pas la domination totale, comme je l'ai dit, du territoire algérien, puisque cela a été décidé en 1840 sous le gouvernement général de Bugeaud. Donc, à partir de ce moment-là, l'Algérie est devenue une terre à la fois à conquérir, puisqu'il a fallu du temps, jusqu'en 1871, n'est-ce pas, il y a eu des insurrections et des émeutes, et en même temps une terre de peuplement. Le peuplement a été le fait aussi des vaincus des journées de juin 1848, des révolutionnaires condamnés qui ont été transportés, comme on disait, en Algérie. Il a été le fait de nombreux républicains, par conséquent, de l'opposition, et il y a une tradition républicaine dans la population européenne d'Alger. Ensuite, ça a été des Alsaciens-Lorrains qui, après la défaite de 1871, se sont mêlés aux autres immigrants qui venaient des autres départements, surtout du midi de la France et des pays méditerranéens. Alors, on pourrait dire qu'au départ, il n'y a pas une intention très précise de la conquête, mais qu'une fois là-bas, et à partir du moment où on avait pris Alger et les villes du littoral, eh bien, on a fait cette conquête sur une volonté avant tout militaire, et puis après, une volonté de peuplement. Voilà, vous avez évoqué rapidement le fait que 40% de la terre algérienne ait été attribuée aux colons. Par ailleurs, vous venez de dire que l'Algérie était la propriété de l'Empire ottoman. Est-ce que vous pourriez développer ou éventuellement nous indiquer des pistes sur l'analyse d'un certain nombre de concepts fondamentaux comme ceux de propriété qui sont perçus de manière totalement différente? Oui. Par exemple, en Algérie, la terre était la propriété pour une très grande part des tribus nomades et donc les colons avaient l'impression qu'elle n'appartenait à personne. Alors, où peut-on trouver une analyse de ces concepts fondamentaux qui sont à l'origine d'un grand nombre de conflits, y compris les conflits contemporains? Vous avez tout à fait raison. Il n'y avait pas de propriété individuelle algérienne, mais des propriétés de tribus. Et ces tribus, quand elles étaient vaincues, on s'est approprié leurs terres, et par un
un phénomène, par une décision qu'on appelle le contingentement. Par conséquent, on a repoussé ces tribus sur des terres beaucoup moins fertiles. Et on a imposé peu à peu, évidemment, le droit civil français de propriété. Et ainsi, progressivement, ce droit de propriété a été généralisé. Donc, vous trouverez, alors puisque vous me demandez ce renseignement, il y a une remarquable histoire de l'Algérie française qui existe, qui est l'histoire en 2 volumes, le premier volume de Charles-André Julien et le deuxième volume d'Ageron, tous les deux aux presses universitaires de France, 2 très beaux volumes qui racontent en détail précisément tout ce que vous demandez. Ma question, est-ce que l'aveuglement, pas là, depuis ces 40 dernières années, au sens maintenant, je dirais, parce qu'il y a eu un partage effectif, l'Algérie faisant partie du territoire français hein, jusqu'à 62, est-ce qu'il n'y a pas maintenant, effectivement, un besoin de ne plus être aveuglé et puis de regarder une construction d'intérêt mutuel de façon directe? C'est ça ma question après ma bêtise. Merci. Merci. Écoutez, non, c'est pas une bêtise. Que vous avez dit, c'est pas de l'aveuglement, au fond, c'est du cynisme, c'est du colonialisme. Bon, alors c'est vrai, et c'est vrai que les mentalités du 19e siècle n'étaient pas du tout celles d'aujourd'hui, et que par conséquent, le fait colonial était parfaitement admis. Seulement, il y avait plusieurs façons d'appliquer la colonisation. Et que si l'on parle d'aveuglement, si De Gaulle parle d'aveuglement, et si je reprends le mot aveuglement, c'est que précisément, il n'y a pas eu de bonne façon de créer un véritable statut qui aurait permis au moins une situation possible d'avenir entre les 2 communautés. Je vous rappelle par exemple que tous les partisans de l'indépendance je parle des Français, presque tous imaginaient, espéraient que sinon tous les Français d'Algérie, tout au moins une grande partie d'entre eux, pourraient rester et coexister avec les musulmans dans une république algérienne. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, il pouvait y avoir une autre solution. Certainement, elle n'a pas eu lieu, et c'est sans doute à cause de ces aveuglements successifs. Alors, quant à la deuxième question qui porte sur aujourd'hui, si je comprends bien. Pour aujourd'hui, là, je dirais que vous êtes, je suis en dehors du sujet. Vous êtes en dehors du sujet. La situation de l'Algérie, dont je ne suis absolument pas, je crois pas être compétent pour en parler. Elle est douloureuse, elle est terrible. Quelle est la part de la colonisation, de l'histoire de la colonisation dans cette situation algérienne, et quelle est la part, au contraire, des responsabilités des gouvernements successifs de l'Algérie? Il faut en juger avec beaucoup de lucidité et de compétence, et celle-là, je ne l'ai pas. Oui, nous avons parlé du général de Gaulle, et j'aimerais bien que vous puissiez nous préciser quel était l'état d'esprit de tous les Français vis-à-vis de la guerre d'Algérie. Oui. Même des appelés qui devaient aller défendre un territoire qui était le leur, puisque c'était des départements, et qui n'étaient pas forcément motivés pour aller massacrer des gens qui avaient été exploités et qui ont été torturés aussi avant le début de la guerre d'Algérie. Bon, écoutez, essayons de garder, si vous voulez, un ton objectif, parce que... répondons, j'essaie de répondre à votre question. Qu'a été l'opinion française? Elle a évolué. Je la résumerai de 2 mots, pacifisme et attentisme. Pacifisme. En gros, elle est contre la guerre. L'opinion est contre la guerre. Et lorsque les premiers disponibles, réservistes, et puis les soldats du contingent ont été appelés, il y a eu, dans un premier temps, en 1955 et 1956, des manifestations en province, à Rouen, à Grenoble surtout, etc., qui se sont manifestations qui n'ont pas eu de lendemain par la suite, tant il semblait que l'opinion acceptait, se résignait par conséquent à cette guerre, qu'on ne disait pas guerre, mais à cette pacification.
Nous avons plusieurs indices pour parler de cette opinion. D'abord, il y a les élections successives et puis les référendums. Et nous voyons que cette opinion a suivi, à partir de 1958, très très près, le général de Gaulle. Dans sa politique, quelque peu aléatoire au début, hésitante, comme je l'ai dit, puis résolument tournée vers une Algérie algérienne. Et puis nous avons des sondages. Et des sondages, je retiens au moins deux éléments. Le premier, c'est que c'est en 1957 que la majorité des Français de métropole jugent indispensable, nécessaire, la négociation avec les nationalistes algériens, en 1957. Et en 1959, ils admettent par conséquent l'idée d'une Algérie algérienne. Donc cette évolution est très nette à la fois dans les sondages, elle suit de très près l'attitude du général de Gaulle qui, comme vous le savez, a eu son maximum de popularité précisément en 1960-1961, entre la semaine des barricades et le putsch des généraux. Et au moment du putsch des généraux, en avril 1961, on peut dire qu'il a derrière lui 90% de la population française. Mais il a été très difficile au départ, c'est-à-dire en 54, 55, très difficile de concevoir que l'Algérie pouvait être indépendante. Personne, ou presque, ne le disait, comme je l'ai dit, qu'une poignée de journalistes ou d'intellectuels dans des journaux qui n'étaient pas forcément très lus. Même le Parti communiste lui-même, qui avait représenté au cours de la guerre d'Indochine le parti, évidemment, de la décolonisation, a été extrêmement retardé, je dirais, n'est-ce pas, dans sa vocation internationaliste et anticolonialiste, puisqu'il faut attendre 1959 pour que lui aussi se décide pour l'indépendance, résolument pour l'indépendance de l'Algérie. Donc une opinion qui a été contre la guerre, mais qui ne s'est pas manifestée, sauf au moment 55-56 des rappelés en Algérie, et une opinion qui a été... J'ajoute ceci, qui est très important, c'est que le FLN, les nationalistes algériens, n'ont rien fait pour gagner à eux l'opinion française. Rien. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont suivi leur propre politique sans jouer justement de la carte de l'opinion. Et il y avait un élément, il ne faut pas l'oublier, qui a rendu le nationalisme algérien extrêmement impopulaire, et particulièrement dans les villes ouvrières de Roubaix, du Nord, etc., où des études ont été faites, c'est la guerre intestine entre le FLN et le MNA. Une guerre intestine qui faisait des morts toutes les semaines, des affrontements affreux entre nationalistes algériens. J'ai évoqué Melouza, mais c'est même sur le territoire métropolitain que cette guerre avait lieu et qui a rendu l'opinion, notamment ouvrière, qui votait souvent communiste dans ces villes-là, extrêmement défiante vis-à-vis du FLN. Bonsoir, je vous remercie vraiment pour votre intervention. J'aurais aimé avant tout essayer de compléter quelque chose, que vous n'avez pas rendu hommage aux Kabyles qui ont joué un rôle capital dans l'indépendance, parce que c'est eux qui ont créé l'étoile nord-africaine, c'est eux qui ont, c'est le père de la révolution algérienne, qui a préparé le congrès de la Soumam, qui s'appelle la Ben Ramadan, et les accords d'Évian qui ont été faits par Karim Belkacem. Ma question, oui. Est-ce que réellement les Algériens de l'époque de 1830, ils sont réellement musulmans et arabes? Bon, oui, l'Algérie au moment de la conquête est donc un territoire politiquement qui dépend de l'Empire ottoman. En fait, les Turcs sont assez peu nombreux en Algérie. Et les deux grandes communautés, enfin il y a trois communautés, la plus grande c'est quand même la communauté arabe, musulmane, arabo-musulmane. Il y a une communauté très importante qui est celle des Kabyles, naturellement, qui était algérienne avant les Arabes et qui a été christianisée. On parlait de Saint-Augustin quelque part tout à l'heure. À un moment, avant d'être islamisé. Et puis, il y avait une communauté juive beaucoup plus réduite. Donc, tout le monde n'était pas arabe sur cette terre. Mais c'était tout de même les Arabes, ou les arabisés, si vous préférez, qui dominaient.
Oui, j'aurais voulu savoir si vous pouviez nous expliquer finalement la raison, enfin l'une des raisons essentielles de la décolonisation de l'Algérie, mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est que vous nous expliquiez peut-être quelles sont les raisons ou peut-être les origines des raisons des décolonisations partout dans le monde à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous pourriez préciser cela? Et d'autre part, si vous pouviez nous préciser quels étaient les financiers qui étaient derrière finalement cette organisation de décolonisation, sachant que tout le monde sait très bien qu'il y avait des éléments importants pour la France en Algérie, mais partout ailleurs, je dirais dans un certain nombre de pays, en particulier le pétrole par exemple, ou le gaz. Alors j'aurais voulu savoir si vous avez fait des recherches pour savoir qui étaient les financiers et qui avait favorisé l'organisation de cette décolonisation en Algérie en particulier, sachant qu'elle s'était organisée partout ailleurs. Oui, vous posez là un problème immense, mais je ne pense pas qu'il y ait eu une organisation de complot, une manipulation par des grandes instances financières et autres pour conquérir des territoires afin d'exploiter le pétrole ou d'autres richesses minières. Non, le phénomène de la décolonisation, c'est ce qu'on appelle un mouvement lourd de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a des temps dans l'histoire où se produisent des phénomènes, et je l'ai dit, ça remonte très loin. C'est ce qu'on appelait au XIXe siècle le mouvement des nationalités. C'est le fait que s'organisent peu à peu ce qu'on appelle des États-nations, des nations qui s'éveillent, qui prennent conscience de leur identité, qui veulent devenir souveraines, et pour cela qui souvent sont obligés de se battre contre des empires. Alors en Europe, c'était pas des empires coloniaux, c'était l'Autriche-Hongrie, c'était la Russie, c'était etc. Ensuite, à partir de 1914, à partir de la Grande Guerre, il y a eu dans toutes les colonies, à peu près sans exception, les premiers mouvements indépendantistes, nationalistes, qui n'étaient pas forcément financés par des pétroliers, qui étaient tout simplement, généralement, des intellectuels qui voulaient organiser parce qu'ils estimaient que leur peuple était frustré, que ce peuple était humilié, qu'il avait un destin qui était de devenir son propre souverain. Et c'est ainsi que les nations ont été, du reste, ont été formées. Car il n'existe pas d'ailleurs une nation algérienne naturelle. La nation algérienne n'a existé qu'à partir du moment où elle a pris conscience d'elle-même. Et qui lui a donné cette conscience d'elle-même? Évidemment, le nationalisme. C'est le nationalisme qui crée la nation. Ou encore, c'est l'État constitué comme en France. Les Français existent malgré toutes les disparités, l'hétérogénéité de nos origines, parce qu'il y a eu un État centralisé qui a créé la nation française. Eh bien, ou bien ce sont des États, ou bien ce sont des mouvements nationalistes qui font peu à peu prendre conscience au plus grand nombre de leur situation d'humiliés et leur situation de nationaux qui appartiennent à une même communauté. Donc il ne faut pas chercher l'histoire par le complot de je ne sais quels agitateurs souterrains qui décident comme ça des indépendances. Vous pouvez trouver la main de ces banquiers ici et là, mais c'est certainement pas eux qui décident du mouvement de l'histoire dans cette histoire des nationalités. Au fond, est arrivé à l'Afrique et à l'Asie ce qui est arrivé à l'Europe un siècle plus tôt. Michel Vinocq, grand merci.